Ce soir, l'honneur nous revient de vous compter nombreux, vous vous disponibilisez afin que nous puissions vous informer. Merci pour cela. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir et d'abord les sommaires. À la Hine, le M23 AFC ont pris le contrôle du village de Lutiga situé dans la chefferie de Luhinja, territoire de Mwenga de la province du Sud Kivu ce mardi matin. Cette prise de contrôle fait suite à un bref affrontement avec les forces de Wazalendo. Lutiga, une zone riche en minerais, était connue pour abriter les activités de la société minière canadienne Banro. Toujours à la Hine, la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire ESAM 8 a effectué une visite au Pullman Hotel et au Ramazan Restaurant à Kinshasa. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de leur formation, vise à familiariser le futur officier des FARDC avec les normes de l'hôtellerie et de la restauration des hauts standing. Le Rwanda pourrait signer un nouvel accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants en provenance de ces pays. Cet accord rappelle celui abandonné l'année dernière entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Installez-vous confortablement et bienvenue. Bienvenue au développement de ces titres. Ouvrons ce journal par cette brève information. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 se sont emparés dans la matinée de ce mardi 6 avril du village Lutiga, dans la chefferie de Luhinja, territoire de Mwenga au Sud Kivu. C'était après un bref affrontement avec le Wazalendo dans cette première chefferie de Mwenga qui vient après celle de Kaziba dans le territoire de Walungu. Il s'agit d'une zone riche en minerais et reconnue pour avoir abrité notamment les activités de la société canadienne Banro. Le village de Lutiga vient de tomber aux mains de M23, indique une source. Ils se sont emparés de Luachanja, premier village de Luhinja, et puis Lutiga. Ils se dirigent vers Banro, dit une source dans la région. Le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à ne pas brader les richesses de la RDC lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il a déclaré « Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement à ce que j'ai toujours défendu. Jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. » Le président congolais est dans cet extrait, choisi pour vous par votre rédaction. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Dans le même registre, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a profité de la journée mondiale de la liberté de la presse pour rendre hommage aux journalistes actuellement retenus dans les zones contrôlées par les rebelles de l'AFC M23. Le ministre Muyaya a exprimé sa solidarité avec les journalistes. Le ministre congolais de la Communication est dans cet extrait choisi pour vous. Avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du CNDH, Monsieur le Premier Président de la... Excusez-moi, Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs et partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Plus qu'une commémoration, cette journée mondiale de la liberté de la presse s'impose désormais comme un rendez-vous annuel du bilan de la projection, un moment sacré où nous mesurons les avancées accomplies dans la défense de ces piliers démocratiques, tout en rendant hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, traquent la vérité, la décryptent, la partagent avec toute notre nation. La célébration de cette année, Excellence Monsieur le Président de la République, elle est toute particulière. On sait qu'elle s'est faite dans un contexte d'agression de notre pays par les Rwandais avec l'appui de ses supplétifs. Cette situation met en péril la liberté de la presse et de l'information dans les zones qui occupent dans notre pays et entache à vos efforts personnels pour un écosystème médiatique libre et pluriel. C'est pourquoi vous vous êtes toujours battus. Cette période est une période difficile à cause justement de ces atteintes à la liberté de la presse. Plus aucune voix s'élève dans ces territoires sous occupation. La terreur, les ciblages, les intimidations, les arrestations arbitraires, la fermeture de médias, la destruction de matériel. Voilà ce qui caractérise la réaction de forces ennemies en face de ceux qui cherchent constamment la recherche de la vérité sur les massacres et autres crimes qu'ils commettent dans cette partie de notre pays. Votre présence aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Permettez donc, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de tous les professionnels des médias ici rassemblés, de vous adresser notre plus profonde gratitude pour cet engagement et vous rendre les hommages que vous méritez. Parlons sécurité dans la province de l'Ituri. Le territoire d'Irumu, longtemps marqué par l'insécurité, connaît une amélioration notable de la situation sécuritaire. La reprise des activités socio-économiques et la cohésion sociale entre les communautés sont perceptibles dans la région de Kunda. Reportage. L'approche militaire à côté des non-militaires, stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations militaires en Ituri, a pacifié la zone de Kunda en chefferie de Babelebe. S'inscrivant dans cette logique, sur instruction du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, c'est le colonel Siro Simba Bunga Jean, administrateur de ces territoires, a palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire actuelle. Parce que sinon, on va vous demander qui bloque qui et pour quel objectif. Durant 3 jours à Kunda, ceci a contribué et redynamisé la cohésion sociale et la paix associée à la reprise des activités socio-économiques qui se déroulent le jour tout comme la nuit. Pour pérenniser ces acquis de paix et la cohabitation pacifique enregistrée à cette période de l'état de siège, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales de la chefferie. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Occasion pour lui de lancer un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème.
et de Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. Incroyable mais vrai, des maisons commerciales construites en dur poussent comme des champignons grâce à la restauration de l'autorité de l'État et la stabilité sécuritaire telle que voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'état de siège pour le bien-être de sa population. Les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 ont repris ce dimanche 4 mai 2025 à Doha sous la médiation du Qatar. C'est pour parler font suite à la signature d'une déclaration conjointe le 20 avril dernier où les deux parties s'engageaient à travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe annonçant leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve, les gouvernements congolais et la rébellion de l'AFC M23 se sont retrouvés dimanche 4 mai à Doha, sous la médiation du Qatar, pour de nouvelles discussions. Ces échanges préliminaires visent à établir le base des futures négociations, mais aucune avancée significative n'a été enregistrée pour le moment. La rébellion du M23 exige des gestes concrets de la part de Kinshasa pour faire avancer le processus. Elle réclame notamment le retrait des troupes gouvernementales de Walikale, la publication d'une déclaration conjointe avec le gouvernement, l'autorisation de retirer les troupes de la SADC et leur logistique de Goma, ainsi que l'accord pour le transfert de Kinshasa de FARDC et policiers qui étaient sous la protection de la MONUSCO à Goma. Ces derniers points est déjà en cours et devraient se poursuivre jusqu'en juin. La délégation de la rébellion, désormais dirigée par son secrétaire exécutif, Benjamin Bonimpa, acteur clé des négociations en 2013, espère que ces nouveaux échanges seront fructueux et permettront de faire progresser les processus de paix. Parallèlement, un autre cadre de négociations entre Kigali et Kinshasa se déroule sous l'égide des États-Unis. La RDC et le Rwanda n'ont pas encore finalisé l'avant-projet d'accord de paix prévu par la déclaration de principe signée le 25 avril 2025 à Washington. Les deux parties devraient soumettre les documents au département d'État américain le 2 mai, mais leurs contributions respectives n'ont pas encore été harmonisées. Une fois le projet finalisé, l'accord de paix devrait être signé par les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. La rébellion du M23 continue de contrôler des zones dans l'est du Congo et les tensions entre la RDC et le Rwanda persistent. La réussite de ces négociations est cruciale pour mettre fin à la violence et instaurer une paix durable dans la région. Il est 18h à Kinshasa, 19h dans la ville touristique de Goma. Un tremblement de terre, magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter a secoué la ville de Goma de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo dans la soirée du dimanche 4 mai 2025. Les séismes dont l'épicentre se situe à 10 km de profondeur a été largement ressenti par les habitants de la ville et provoqua la panique et des dégâts matériels. Reportage. Dimanche soir, un tremblement de terre a secoué la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Le séisme d'une magnétique de 4,5 sur l'échelle de Richter a été ressenti avec force par les habitants. L'épicentre du séisme a été localisé à la frontière entre l'Ouganda et le Nord Kivu à une profondeur de 10 km. Les secousses ont été particulièrement intenses dans les villages de Kihihi, Katanda et dans le territoire de Rutshuru. Des témoins rapportent avoir ressenti les vibrations jusqu'à Sake, dans le territoire de Massissu et même dans le Grand Nord, à Beni et Butembo. Heureusement, aucun dégât humain ni matériel n'a été signalé suite à cette secousse. Le volcan Nyiragongo et Nyamulagira, qui surplombe Goma, n'ont montré aucune activité particulière. Les autorités locales confirment qu'aucune fracture n'a été détectée vers les zones habitées. Malgré ce soulagement, la population reste vigilante. Le souvenir de l'éruption volcanique de 2021, qui avait provoqué des dégâts considérables, est encore frais dans les esprits.
Les autorités suivent de près la situation et assurent un suivi constant de l'activité sismique et volcanique. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais la population reste en état d'alerte. Ce tremblement de terre rappelle la fragilité de la région et la nécessité d'une vigilance accrue face aux risques naturels. La 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire ESAM 8 a effectué une visite au Pullman Hotel et au restaurant Zamani à Kinshasa. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de leur formation, vise à familiariser le futur officier des FARDC avec les normes de l'hôtellerie et de la restauration des hauts standing. Reportage. La restauration collective, module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, a fait l'objet du déplacement des stagiaires de la 8e promotion de cette école, le jeudi 1er et le vendredi 2 mai 2025, respectivement à Pullman Hotel et au restaurant Zamani. Cette visite a permis aux stagiaires de s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de ces restaurants des standards internationaux. Sous la conduite du chef Jérôme Cartaillé, ils ont visité la chambre froide, l'économa, les bars et autres espaces. C'est à l'espace Les Triomes que les stagiaires ont posé plusieurs questions pour une bonne compréhension. Au terme de cette visite, le général Kakenza Jean-Claude, commandant de l'ESAM et chef de la délégation, a au nom du chef d'état-major général de FARDC, remercié M. Éric Legras, directeur général de Pullman Hotel, pour ces gestes de collaboration. Je te remercie. Je remercie Pullman pour cette participation à la formation de nos stagiaires. Après avoir suivi le module restauration collective, ils ont contextualisé un peu tout ce qu'il y a comme problème autour de la restauration collective. Merci pour tout. Il s'en est suivi une remise de cadeaux au directeur général de Pullman et une séance photo. Le directeur des affaires académiques de l'école supérieure d'administration militaire a fait l'économie de cette visite. Oui, ce qui est intéressant après les cours théoriques qui ont été dispensés entre lundi et mercredi, il est important de voir cette théorie mise en application. Et pourquoi au Pullman? Parce que c'est une structure importante avec plusieurs restaurants. Donc un niveau de complexité qui s'apparente, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Pullman, aux contraintes opérationnelles quand les soldats sont déployés. Et la satisfaction alimentaire, que ce soit pour des clients d'une grande structure ou des soldats en opération, est la même en définitive. Et le Pullman offre ce niveau de complexité pour que les stagiaires se mettent dans un contexte opérationnel et comparent les contraintes d'une telle structure. Au restaurant Zamani, la délégation de l'école supérieure d'administration militaire a été conduite par le colonel Eric Ngoli Bamele, commandant adjoint de l'école supérieure d'administration militaire. Ils ont d'abord visité le supermarché des Zamani avant de se rendre au restaurant Zamani. Une remise de cadeaux et de photos souvenirs ont clôturé ces 2 journées de visite. La cité de Kasindi, dans les territoires de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a accueilli lundi soir la première vague de déplacés fuyant la localité de Lunyansenge, tombés aux mains des rebelles de l'AFC M23. 2 familles épuisées et sans assistance cherchent refuge dans une région déjà frappée par l'instabilité. Reportage. La cité frontalière de Kasindi est en proie à une nouvelle vague de déplacés, fuyant les combats qui font rage à Lunyansenge, tombés aux mains des rebelles de l'AFC M23. Des familles épuisées sans assistance arrivent à Kasindi, déjà marquées par une instabilité chronique. Le lundi 5 mai, la première vague de déplacés a atteint la ville, témoignant de l'avancée inexorable du M23. Des sources locales signalent que d'autres vagues sont attendues de Moussenda et Katundu, des localités riveraines du lac Édouard, également vidées de leurs habitants. Certains se sont repliés vers Kiavinyonge, tandis que d'autres tentent de rejoindre Kasindi, créant une atmosphère de paix palpable. Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile du groupement des Abasongora, tire la sonnette d'alarme. La situation est extrêmement préoccupante, déclare-t-il. Nous appelons à une mobilisation urgente des autorités pour assurer la prise en charge des déplacés et prévenir toute infiltration ennemie. Le nombre exact des déplacés reste encore à déterminer.
L'Uniansenge, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du lac Édouard, a été conquise le 2 mai après des combats violents entre les rebelles et les militaires congolais. Les bilans de ces combats restent flous, mais plusieurs sources locales évoquent de lourdes pertes humaines. L'armée congolaise, dans un communiqué publié le 4 mai, a confirmé la perte de l'Uniansenge, dénonçant une violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur. Le colonel Mac Azukai, porte-parole de FRDC au Grand Nord, a réaffirmé la volonté de l'armée de riposter sur tous les fronts si les menaces persistent. Cette nouvelle offensive intervient alors que des discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont repris à Doha au Qatar. Malgré une déclaration conjointe signée il y a 2 semaines, aucune avancée notable n'a encore été enregistrée, les échanges étant toujours qualifiés de préliminaires. Dans la même région, les forces armées de la République démocratique du Congo ont remis 28 civils à la société civile locale de Beni. Parmi eux, des ex-otages et 18 enfants sortis des groupes armés. Ces derniers ont été confiés à la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO qui les a ensuite remis à une organisation locale spécialisée dans la prise en charge et la réintégration des enfants soldats. Reportage. Lundi 5 mai, l'espoir a fait son apparition à Beni avec la libération de 28 civils, dont 18 enfants, par les forces de la République démocratique du Congo. Ces individus étaient détenus par des groupes armés actifs dans la région. Les enfants, libérés après une sensibilisation des chefs des groupes armés sur l'importance de l'éducation, ont été confiés à la section de protection de l'enfant de la MONUSCO qui les a ensuite remis à une organisation locale spécialisée dans la réintégration des enfants soldats. Ces enfants quittent un lieu où ils n'auraient jamais dû être, a déclaré Pépin Kavota, président de la société civile locale, lors de la réception des libérés. Nous avons l'obligation en tant que communauté et famille de les accueillir pour favoriser leur réintégration. Les 7 adultes, quant à eux, ont été libérés après une opération militaire conjointe des FARDC et de l'armée ougandaise dans la région de Mayangose. L'un d'eux, témoignant de son expérience, a déclaré « J'ai été attrapé par les ADF Nalu à Mayangose, puis ramené dans la brousse. L'armée a déjà fait grand-chose. Les gens ne comprennent pas, mais nous avons vécu la réalité des ADF. » Les enfants ont été confiés à une organisation partenaire de l'UNICEF pour une prise en charge transitoire, tandis que les adultes ont été directement réinsérés dans la communauté via les cadres de base de leurs quartiers respectifs. Cette libération est un signal positif pour la paix dans la région, mais elle ne doit pas occulter le défi qui reste à relever. La société civile appelle à une intégration sans stigmatisation de libérés, afin de les permettre de reconstruire leur vie et de contribuer à la paix durable dans le Nord Kivu. Rendons-nous au Rwanda pour mettre fin à cette édition du journal. Le Rwanda pourrait signer un nouvel accord avec les États-Unis d'Amérique pour accueillir 2 migrants en provenance de ces pays. Cet accord rappelle celui abandonné l'année dernière entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Les détails de ces discussions entre Kigali et Washington restent flous, mais l'accord pourrait ressembler à celui proposé par Londres. Reportage. Alors que l'accord migratoire avec Londres a été abandonné l'année dernière, le Rwanda pourrait bien signer un nouvel accord, cette fois-ci avec Washington. Des discussions sont en cours, affirme Kigali, alors que l'administration américaine cherche à accélérer les expulsions des migrants du territoire américain. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé pour la première fois la tenue des discussions bilatérales avec les États-Unis sur un potentiel accord migratoire. Ces échanges, encore à un stade préliminaire, n'ont pas fait l'objet de précisions quant à leur contenu. Un tel accord n'est pas une nouveauté pour le Rwanda.
Le pays avait déjà signé un accord controversé avec le Royaume-Uni en 2022, finalement abandonné avant son implantation par le nouveau gouvernement britannique. Les autorités de Kigali avaient alors affirmé leur engagement sur les questions migratoires et leur ouverture à des discussions similaires avec d'autres pays. Début avril 2025, le Rwanda était déjà cité par des médias américains comme l'un des pays tiers envisagé par Washington pour y envoyer les migrants rejetés par l'administration américaine. Ces nouveaux accords potentiels soulèvent de nombreuses questions. Le Rwanda est-il réellement en mesure de gérer un afflux important de migrants? Et quelles sont les implications éthiques et juridiques de l'envoi de migrants vers un pays tiers? Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition du journal de ce soir. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nous vous appelons également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.